Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Honnet, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale et web design. Je suis également sémiolinguiste et je recueille la parole de femmes qui ont décidé de devenir entrepreneuses de leur propre vie pour comprendre leur représentation et vision du monde. Au travers de leurs récits, j'ai découvert des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager au travers de ce podcast. Aujourd'hui, j'échange avec Hélène Aguilar. Amatrice de design, elle crée le podcast Où est le beau pour les curieux de belles choses. Elle part chaque semaine à la rencontre de personnalités créatives et inspirantes qui créent le beau, qu'ils soient designers, artistes, architectes, artisans d'art ou encore scénographes. Elle les interviewe pour découvrir leur univers, leur travail et mieux comprendre leur quotidien. Hélène nous explique pourquoi elle a laissé sa carrière de juriste pour aller à la rencontre des personnes qui font le beau et comment son podcast lui a ouvert les portes vers d'autres projets inattendus et en accord avec elle-même. Bonjour Hélène. Alors je vais te poser une première question, d'ailleurs que tu poses à tous tes invités. Quelle est ta définition du beau ? Pour moi, le beau, c'est vraiment quelque chose qui émeut. Tu vois, c'est un beau émotionnel. Le beau, ça se ressent. Et finalement, on peut le trouver un peu partout dans notre quotidien. En tout cas, c'est un certain équilibre, je pense, entre quelque chose qui va nous surprendre et aussi quelque chose qu'on a peut-être l'impression un peu de retrouver. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est subjectif. C'est différent pour tout le monde, le beau, mais en même temps, ce qui est sympa, c'est que ça connecte aussi tous ceux qui sont touchés par la même chose de la même manière. Et je trouve que ces connexions, elles sont fortes. Puis le beau, surtout, on le voit partout. Il suffit parfois juste de bien vouloir le voir, en fait. Ça peut être dans un détail, tu vois, de tous les jours. Ça peut être un paysage, ça peut être une œuvre d'art que tu regardes dans un musée, mais ça peut être aussi un détail d'architecture dans une ville. Et en fait, j'avais interviewé Danielle Jerkins, qui est la directrice des rédactions de Elle Décoration, et qui me disait un truc que j'avais bien aimé. Elle me disait, il suffit finalement de garder les yeux ouverts et peut-être mieux le cœur ouvert pour voir le beau. Et je suis assez d'accord avec ça. C'est quelque chose de très personnel, propre à la sensibilité de chacun, mais est-ce que ça peut être aussi universel ? Moi, je fais quand même partie, en tout cas, de ces gens qui pensent qu'il y a quand même des choses qui sont universellement belles, en tout cas, qu'il y a des choses qui rassemblent, tu vois, de manière un petit peu unanime. Et puis, à contrario, je crois aussi qu'il y a des choses qui sont universellement moches. Oui, je pense qu'il y a cette idée un petit peu de lien, de connexion dans les émotions qu'on peut ressentir face à un objet, face à une situation, face à un détail, un paysage. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'universel dans tout ça, effectivement. Et comment toi, tu as développé ce goût pour l'esthétique, pour le beau ? Je sais pas, en fait, comment j'ai développé ça, si tu veux. Moi, j'ai toujours été passionnée par les objets quand j'étais petite. Donc, mes parents allaient souvent, tu vois, chez des antiquaires, dans des brocantes, des choses comme ça. Et j'adorais, tu vois, me perdre un peu dans ces lieux un peu de cavernes d'Ali Baba. Et les histoires aussi qu'il y avait derrière ces objets me passionnaient. Donc je pense qu'en fait, plus que l'objet, c'est les histoires qu'il y a derrière et les histoires de gens. Je pense que j'ai cette obsession un petit peu des gens. Et puis après, mon œil, je pense qu'il s'est aiguisé au fur et à mesure de voir des choses, quoi, de voyager, de découvrir des musées, Ouais, mon œil, je pense, s'est aiguisé. Et puis d'où ça vient exactement, je ne saurais pas te dire. C'est une sensibilité, en tout cas, qui s'est développée comme ça au fil du temps, j'imagine. Au fil du temps, et puis si tu veux, qui était hyper présente depuis toujours, que j'ai, pendant mes études, pendant que j'étais adolescente, etc., un petit peu mis de côté, parce que j'ai pas fait des études qui étaient du tout liées à quelque chose d'artistique, etc. Moi, j'ai plutôt fait des études traditionnelles, enfin conventionnelles, on va dire. Et tout ça, je pense, m'a un peu manqué. Et à un moment donné, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai eu envie de me reconnecter avec ça, parce que je me suis tout simplement rendu compte que ça me faisait du bien, tu vois, quand j'allais dans des lieux que je trouvais beaux, qui me faisaient passer un espèce de message un petit peu que j'avais l'impression de retrouver, alors que pourtant, tu vois, dans mon quotidien, je faisais tout sauf ça, quoi. Qu'est-ce que tu faisais comme métier ? Enfin, qu'est-ce que tu as fait comme étude ? Alors, comme étude, j'ai commencé par faire de la finance pendant quelques années. J'ai fait une licence en comptabilité finance. Je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Tu vois, j'ai fait un stage et je me disais, mais oh là là, tous ces gens qui sont derrière leur truc. Je me suis dit, au secours, je vais sortir de là. Je suis allée en droit. Donc après, j'ai fait des études de droit des affaires. Et j'ai fini par travailler dans un grand groupe pharmaceutique pendant quelques années,
à Paris, du coup, parce que j'ai fait mes études. Moi, je suis originaire du sud de la France. J'ai fait mes études en partie à Montpellier, puis à Rennes. Et je suis arrivée à Paris il y a 5 ans. Et puis, en fait, là-bas, je me suis assez rapidement rendu compte que j'étais pas à ma place. Tu vois, j'ai le sentiment qu'il manquait quelque chose et que si je restais, j'allais un peu passer à côté de ma vie. En tout cas, pas prendre le bon chemin, tu vois. Et donc, à la veille de mes 30 ans, j'ai eu cette remise en question un petit peu globale. Et je me suis dit, allez, en fait, faut que ça change. Je savais pas vraiment vers quoi ça allait me mener, tu vois. Tout ça, en tout cas, je savais que si je restais dans mon ancien boulot, j'allais pas pouvoir voir les choses. Et donc, j'ai eu un peu besoin de ce moment de déconstruction et un besoin aussi, tu vois, un grand besoin de liberté, je crois. Un grand besoin. Moi, mes parents ont tous les deux monté leur boîte. J'avais besoin de cette indépendance qui était assez forte chez moi, qui était aussi un grand moteur. Et je me suis dit, si je reste dans cette situation où j'étais salariée, puis un quotidien qui m'épanouissait pas, qui me nourrissait pas, je pense, comme je l'espérais, j'allais être malheureuse, quoi. Et je me suis dit, non. Et donc, je suis partie, donc j'ai quitté mon boulot. J'avais besoin un petit peu de trouver un endroit où j'allais pouvoir expérimenter, explorer. Donc, du coup, j'ai trouvé à l'IFM, c'est l'Institut français de la mode, qui propose un programme qui s'appelle Entrepreneur, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Donc, en fait, tu candidates, tu expliques un petit peu ton projet, voilà. Et puis, donc après, tu as un entretien, puis ils sélectionnent à peu près, je crois, 10 personnes tous les 6 mois. Et quand tu rentres là, dans ce programme, tu es vraiment accompagné. Donc déjà, tu es en interaction avec les 9 autres personnes qui sont avec toi et qui ont aussi un projet en tête, mais qui est souvent au stade un peu balbutiement. Et donc, tu vas challenger un peu tout ça. Et c'est hyper fort parce que tu commences par l'adéquation entre toi et ton projet et tu finis un peu par un business plan, quoi. Et donc, la parole est hyper libérée. C'est bienveillant, tu vois. C'est vraiment un truc bienveillant. Tu rencontres plein de professionnels qui sont là pour t'aiguiller, justement, et être un peu un réceptacle de toutes tes questions. Et puis, ils ne t'apportent pas de réponses vraiment eux-mêmes. Mais en tout cas, ils sont là pour te renvoyer la balle et que toi-même, tu te reposes les bonnes questions et que tu ailles trouver tes propres réponses, tu vois. Parce que monter un projet, c'est hyper personnel. Enfin, il faut vraiment que ce soit toi qui sois complètement dedans et puis investi et puis que tu y crois parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre à part toi qui va y croire. Et donc ça m'a beaucoup aidée. Et puis à l'issue de ces 6 mois, les choses se sont dessinées. Moi, j'adorais la voix, tu vois. Moi, j'aime beaucoup la radio, tout ça. Je trouve qu'il y a quelque chose qui passe dans la voix qui est fort. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de lier cette passion que j'ai pour les objets, pour la créativité, pour la création. Enfin, ces gens qui font des choses, tu vois, des jolies choses. Et puis, voilà, le podcast qui est en fait un nouveau moyen d'aborder les choses. Alors, il y a plein de choses aujourd'hui sur la déco, tu vois. Il y a beaucoup de presse spécialisée où on a des très belles images et des interviews très, très bien menées, etc. Mais j'avais envie peut-être de désacraliser un petit peu les choses et puis d'aller à la rencontre de toutes ces personnes, moi, qui m'inspirent et de leur demander tu vois, d'être sans filtre, sans intermédiaire, tu vois, qu'il n'y ait pas un journaliste entre lui et la personne qui allait entendre, en fait, le discours et l'histoire de ce créatif. Et je me suis dit, le podcast, c'est vraiment le moyen idéal pour faire tout ça, quoi. Je me suis acheté un enregistreur. Je me suis dit, ça va pas être plus compliqué que ça. J'ai pensé un petit peu une trame. Tu vois, les questions que moi, je me posais, parce que je suis pas une spécialiste, en fait. J'ai pas fait d'école d'art, ni de design, ni d'architecture. Donc, je me dis, je vais aller avec toutes mes questions, voir tous ces gens. Et puis on va essayer de comprendre ensemble. Et je pense que ces réponses-là vont intéresser aussi d'autres gens. Si tu veux, j'ai un peu créé le podcast que je rêvais d'entendre, en fait. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de... moi, j'écoutais pas mal de podcasts dans d'autres domaines, mais dans la déco, dans le design, dans l'architecture, il n'y avait rien, tu vois. Enfin, en tout cas, en français. Et je me suis dit, en fait, je vais le faire. Bah oui, tout simplement, toi tu réponds à ton propre besoin et puis à ta propre curiosité aussi, puisque du coup j'imagine que tu avais très envie d'aller rencontrer tous ces créateurs, les interroger, comprendre leur démarche. C'est ça en fait l'objectif de ton podcast. C'est ça, c'est que si tu veux, pendant cette phase un peu de questionnement, moi j'ai aussi des personnes dans mon entourage qui sont artistes, designers, etc. Donc comme j'étais un peu dans cette quête, j'ai vachement échangé avec eux à ces moments-là. Et je me disais, mais en fait, c'est fou parce que là, dans ces conversations, il ressort des choses hyper chouettes qui pourraient, je pense, aussi inspirer beaucoup de gens et parler à beaucoup de personnes. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je capte tous ces mots, tous ces moments dans un podcast, quoi. Donc, ouais, c'était
Ça a été le déclencheur et puis j'ai commencé à faire ça sans vraiment après savoir ce que j'allais faire. J'avais déjà mon compte Instagram en fait à ce moment-là que j'ai lancé quasiment un peu avant de rentrer à l'IFM, tu vois, après être partie de mon ancien boulot. Et là, dans ce compte Instagram, tous les jours, je postais un univers, une photo, quelque chose que moi j'aimais bien. Donc c'était vraiment un exercice quotidien que je me suis forcée à faire et moi qui me... Enfin voilà, moi parce que je fais beaucoup de veille, si tu veux, de manière générale, je pense beaucoup de temps à regarder beaucoup d'images, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des sites internet, des expos et tout ça. Et donc, c'était un peu un moyen pour moi comme un petit carnet, poser là, quelque part, ces choses que j'avais vues, moi, qui me faisaient du bien, tu vois, visuellement, qui étaient intéressantes. Et je me suis dit, il y a peut-être des gens qui vont aussi aimer ça, aimer cet univers. Et puis après, voilà, la voix est venue compléter l'image, si tu veux. Donc, Où est le beau, c'est deux choses. C'est un podcast avec des histoires inspirantes de personnes, un peu des conversations à bâton rompu. Et un compte Instagram sur lequel alors je reposte effectivement le travail de mes invités avec une sélection de leurs pièces et de leurs œuvres que je reposte le jour de la sortie de mon épisode. Donc chaque épisode sort le jeudi, donc le jeudi c'est vraiment focus que sur mes invités. Et puis le reste de la semaine c'est des inspirations, quoi. C'est vraiment des choses que je partage, que j'aime bien. Sans vraiment de ligne hyper précise, mais... C'est aussi comme ça que tu choisis tes invités, j'imagine. Tu aimes leur travail, tu es touché par leur création et du coup, tu as envie d'en savoir plus. Exactement, ouais. Alors souvent, on me demande, mais comment tu choisis tes invités, etc. Et en fait, c'est vraiment des coups de cœur. Tous mes invités m'inspirent, si tu veux, moi. Alors que ce soit des gens connus ou moins connus. Et d'ailleurs, je fais aucune différence. Tu vois, c'est pas ça qui m'intéresse. Tu vois, c'est vraiment ce que font ces personnes-là. Et donc, voilà, il faut que le travail de mes invités me touche. Tu vois, quand je sors de toutes mes interviews, ça me nourrit, mais c'est complètement dingue, tu vois, la force du truc, c'est fort, quoi. Ça t'ouvre encore un nouvel univers, un nouveau monde, et ça t'apprend encore pas mal de choses, j'imagine, à chaque fois. Exactement. Est-ce que tu as déjà eu des refus d'invités, en fait, justement, t'es touché par un travail, j'imagine que tu formules ta demande par mail ou par téléphone. Est-ce qu'il y a des personnes, en fait, qui ont refusé de faire l'interview avec toi ? Franchement, non. J'ai jamais eu de refus. C'est plus des problèmes d'agenda. Donc, du coup, des personnes qui effectivement travaillent beaucoup et n'ont pas pu tout de suite répondre à mes demandes d'interview. Mais comme je suis assez... je lâche pas trop l'affaire. Et quand vraiment il y a quelqu'un qui m'intéresse, je pense qu'il comprend aussi que je suis là pour faire passer son message autrement. Et c'est souvent, tu vois, mes invités me le disent. À la fin de l'interview, ils me disent, mais en fait, Hélène, j'ai jamais autant parlé de mon travail aussi longtemps et de façon aussi fluide qu'en podcast, parce que souvent, les gens n'ont jamais eu d'expérience podcast. Voilà, je pense que même pour des personnalités qui aujourd'hui sont très connues, c'est un exercice qu'ils aiment bien, parce que c'est un moment où ils peuvent, sans intermédiaire, directement nous délivrer leur message et nous faire comprendre et entrer dans leur univers. Oui, c'est ça. Puis ils ont le temps de formuler, de parler. C'est quand même un média qui permet de dire vraiment, d'exprimer les choses assez clairement, quoi. Ouais, c'est un média où on prend le temps. Et puis, tu vois, je trouve que dans un podcast, t'entends le sourire des gens dans la voix, t'entends l'émotion. T'as un peu l'impression, quand t'es auditeur, je trouve, comme si on était, tu sais, à une terrasse de café et que en fait, tu tends l'oreille pour écouter la conversation d'à côté. T'as vraiment l'impression que t'es à côté des gens et que tu fais partie d'un truc qui est un peu fort. Et de la même façon, quand tu vois, comme il n'y a pas de vidéo, quand j'enregistre, on est vraiment... je suis seule avec mes invités, il y a un truc qui se passe, ils sont en confiance et puis ils se livrent. Tu vois, je pense qu'ils se livrent beaucoup plus finalement que quand ils réfléchissent à une interview papier sur laquelle ils vont pouvoir revenir, etc. Là, ils oublient qu'ils sont enregistrés et donc du coup, ils y vont, quoi. C'est chouette. Ouais, c'est ça. Puis c'est un moment d'intimité, des fois on prend un petit café, on discute, et puis en fait on oublie très vite le micro. Hein. C'est là où ça devient vraiment intéressant. Et... Ouais, c'est ça. C'est que ça rejoint l'objectif de ce podcast, c'est parler autrement de ces sujets, désacraliser le design, l'art, l'architecture, qui sont parfois des sujets qui sont perçus comme élitistes ou réservés à des experts, des passionnés. Moi, je m'adresse vraiment à tout le monde. Et donc c'est pas un podcast de spécialistes, c'est vraiment un podcast pour les curieux et qui va directement vers celles et ceux qui font, quoi, qui créent les choses. Oui, c'est ça. Tu as changé d'orientation professionnelle. Est-ce que cette expérience a été difficile pour toi de passer de la finance à l'entrepreneuriat dans le podcast ?
Et je pense que ce qui aurait été dur, tu vois, ça aurait été de rester dans ce boulot qui me correspondait pas. Donc non, ça a été une libération énorme pour moi et surtout une reconnexion vers tout ce que moi j'avais mis de côté pendant toutes ces années où du coup il fallait que j'ai un boulot un peu qui aille bien. Bon, non, c'était pas difficile. Après c'est angoissant, tu vois, parfois parce que forcément tu te dis je lâche tout, tu vois, je lâche tout et puis je sais pas où est-ce que ça va aller. En tout cas, moi j'ai toujours cette conviction et qui est très forte en moi que je suis sur le bon chemin, tu vois, et qu'il y a quelque chose qui va de fort qui est en train de se créer. Et je pense que j'avais confiance et que quand t'es passionné, cette passion, tu vois, elle a vraiment été un moteur hyper fort qui m'a permis de pas avoir trop de peur, de pas trop réfléchir aussi si jamais ça marche pas. Parce qu'en fait, je me suis toujours dit qu'en fait ça allait marcher. Ça paraît un peu pas un peu débile, mais un peu inconscient. En fait, je me suis dit, ça ne peut pas ne pas marcher. Si tu veux, voilà, et tout ce que je fais, je l'envisage vraiment. Je pense que je suis quelqu'un aussi d'assez positif. Voilà, les chemins, ils vont être un peu sinueux. On va peut-être passer par des points d'étape qui vont être un peu différents que ce que j'avais imaginé parce que tu apprends, en fait, t'apprends en faisant. Et puis, il y a plein de trucs qui arrivent et que tu n'avais absolument pas programmé, envisagé, etc. Mais c'est aussi des trucs qui font que le projet il s'enrichit, il va un peu dans d'autres directions pour peut-être mieux revenir après. Et à partir du moment où t'es pas dans le contrôle forcément de vouloir que ça marche comme ça et pas autrement et que tu t'adaptes bien au changement, je pense que du coup il y a quelque chose de fort. Ouais, ça, les choses se déroulent assez naturellement, à partir du moment où tu es adaptable, où tu prends les choses un peu comme elles viennent. Mais toi, si j'ai bien compris, tu as quand même mis en place une petite stratégie au départ. Enfin, tu t'es pas lancé comme ça en improvisant. Enfin, tu as quand même réfléchi ton projet. En fait, moi, si tu veux, je me suis dit, oui, j'ai réfléchi mon projet, mais pas non plus, c'était pas calculé. Je me suis juste dit, je vais créer un média qui parle différemment de design d'art et d'architecture. Et donc, je vais en fait créer une communauté, tu vois, donc une communauté de gens qui sont curieux. Et donc, voilà, donc c'est cette communauté, je l'anime, comme je te disais, tu vois, sur Instagram et après via le podcast. Et puis après, voilà, je vais voir comment on peut avancer ensemble avec ma communauté. Et finalement, quelles sont mes activités aujourd'hui avec ça? C'est que rapidement, il y a plein de marques qui sont venues me voir pour de la création de contenu. Donc, je crée du contenu aujourd'hui en marque blanche pour des marques. Il y a certains aussi, certains fabricants ou certaines marques qui sont venus me voir en me disant oui, comme je fais beaucoup de veille et qu'ils ont été sensibles à mon œil, ils m'ont dit écoute Hélène, nous on aimerait bien inscrire nos collections dans quelque chose qui soit un peu plus en raccord avec l'air du temps. Donc du coup voilà, c'est des missions où j'apporte un petit peu une vision un peu plus contemporaine à des produits tout en magnifiant un peu le savoir-faire de ces personnes-là. Et puis plébisciter la part de ma communauté qui me disait oui, donc on a envie en fait de voir le beau aussi en vrai, tu vois, de pouvoir le toucher, etc. J'ai créé un événement, une boutique éphémère tout début du mois de décembre à Paris. Ouais. Et en fait là, ça a été une expérience complètement dingue. C'était un petit peu passer du virtuel au réel, ça a été hyper fort. J'ai présenté pendant 3 jours une sélection resserrée d'objets de décoration, de mobilier et d'œuvres d'art qui étaient en grande partie réalisés par mes invités du podcast. Parce que là, le podcast va avoir 1 an. Oui, puis j'imagine que les auditeurs avaient envie de voir, de toucher justement ces produits dont ils entendaient parler, enfin en tout cas ces créations. Ouais. Et en plus, toi, t'as permis de rencontrer ta communauté, en vrai. Exactement, ça a été vraiment un moment fort à tous les niveaux parce que les designers et les artistes étaient aussi présents, tu vois, ils faisaient un peu des roulements pendant tout ce week-end. Donc ça a été aussi très fort pour les curieux du beau, tu vois, de venir découvrir et puis parler avec les designers. Et puis moi, de rencontrer aussi toutes ces personnes. Franchement, c'était voilà, c'était un succès et je pense le début d'une longue série d'événements comme ça pour se rencontrer parce que c'est super d'avoir une communauté sur Instagram, c'est super de pouvoir échanger sur un podcast, etc. Mais c'est encore mieux quand on se voit. Ouais, mais carrément, en vrai, quoi. Donc voilà, c'était aussi une expérience complète que je veux faire avec Welobo, quoi. Ouais. C'est ces temps qui sont différents, mais qui sont complémentaires. Les interviews que tu as menées, ça a toujours été sur Paris ou tu as été amenée à te déplacer dans d'autres régions? Non, c'est vraiment un truc sur lequel moi je suis beaucoup attachée, c'est que le beau, il est partout. Et donc, du coup, il n'est pas qu'à Paris. Et cet été, j'ai interviewé... je suis allée à côté de chez toi, près de Marseille, à Aix-en-Provence, voir un architecte qui s'appelle Jacques Sbriglio,
qui est un spécialiste de Le Corbusier. Et donc, on a enregistré ensemble un podcast sur Le Corbusier, la cité radieuse de Marseille notamment. Hyper intéressant. J'ai aussi interviewé à Valabrègue, parce que donc moi, je suis originaire de Nîmes à la base, et puis Valabrègue, c'est un petit village qui est pas très loin de Nîmes, et où Atelier Vim, qui est une maison d'édition absolument incroyable, qui travaille surtout l'osier et le rotin, s'est installé. Je suis allée aussi à Montpellier voir un artiste qui s'appelle Ludovic Philippon, qui est à côté de Montpellier. Voilà. Donc l'objectif, c'est ça, c'est d'aller, de me déplacer, puis d'aller à la rencontre. Forcément, c'est plus simple. Je te cache pas quand mes invités, puis finalement, quand même, beaucoup de mes invités sont à Paris. Oui. Et je tiens à ça, je tiens à avoir des épisodes où je me déplace. Puis demain, pourquoi pas à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, à Lille. Voilà, c'est prévu. C'est vrai qu'il y a des artistes et des créateurs dans toute la France, dans le monde entier d'ailleurs. Peut-être qu'après tu seras amené à voyager beaucoup plus loin, espérons-le. Ce serait chouette. Bah ouais, j'aimerais bien. Tu fais aussi des petites histoires sur un objet ou sur un meuble particulier dans le podcast, c'est sympa aussi. Du coup, ça permet de connaître l'histoire d'un objet mythique, par exemple la chaise Ames. Ça, tu le fais tous les combien ? Bah, ça dépend, je le fais environ une fois par mois. Et c'est assez récent, là c'est le 3e épisode que je sors comme ça. Parce que j'avais envie aussi d'avoir un espèce de, tu vois, un contenu beaucoup plus court. Donc c'est moins de 10 minutes à chaque fois. Et qui permet de... Donc je ne reçois pas d'invité, je suis toute seule à parler. Et j'essaie de raconter un petit peu les dessous d'une pièce, d'un objet de design qu'on connaît tous, mais dont on le connaît comme ça visuellement, mais on ne sait pas exactement qui a été le designer, quelle a été l'histoire un peu derrière cet objet. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir justement en savoir un peu plus sans rentrer dans un truc, c'est pas du tout un cours en disant alors attendez, ça a été construit dans tel courant, dans tel machin. Enfin, je prends pas ce prisme-là, je suis pas journaliste et moi j'essaie justement de rendre accessible une information qui est juste intéressante à avoir sans tous les côtés trop sérieux un petit peu, tu vois, je sais pas comment dire, mais donc c'est les informations moi que j'aurais bien aimé entendre un jour sur un objet et qui vont me permettre de m'en souvenir et de juste de connaître des choses sur tu vois que je connaissais pas avant quoi. Ouais, ça, avoir une petite culture en fait de ces objets cultes et puis les apprendre à les connaître sans faire un cours magistral. Oui, voilà, c'est ça l'idée. Quand tu dis que le beau est partout, est-ce que tu peux le voir aussi dans des endroits, dans des personnes ou dans des objets auxquels tu attendais pas forcément au départ ? Bah oui, complètement. Je pense qu'en fait, moi, j'ai pas d'a priori, c'est-à-dire que j'aime bien aussi être surprise et être un peu percutée, tu vois. Quand tu vas voir une expo au Palais de Tokyo, par exemple, tu sais que tu vas être un petit peu dérangé. Et souvent, je vais voir parfois des expos où je me dis, bon, ça, je pense qu'en fait, je vais pas aimer, ou je vais dans des endroits où je me dis, oulala, ça me tente pas trop, mais comme je suis curieuse, j'y vais souvent. Et je suis souvent aussi surprise par finalement des choses qui me touchent. Et a priori, tu vois, j'aurais pas mis un centime en me disant ça, je vais aimer. Et en fait, son travail me parle parce que je vois une clé de lecture un peu différente, parce que je me balade dans un endroit un peu, tu vois, un quartier un peu délabré, où le beau, il est aussi dans le banal, il est aussi dans les choses qui sont écorchées. C'est une façon de voir les choses. Et puis après, je pense que le beau, il est aussi dans les relations, et dans les relations humaines, dans la bienveillance. Et puis dans les moments aussi où ça va pas, tu vois, des moments où c'est dur. C'est ça qui est... Ouais, c'est une quête en fait, le beau. Ça ne s'arrête jamais et c'est toujours une surprise. C'est ça qui est fort. Pour les gens à qui ça parle pas forcément, ou en tout cas qui sont confrontés au beau mais qui se rendent pas toujours compte, est-ce que pour toi il y a des traits distinctifs ou des symptômes physiques qui disent que là tu es face au beau ? Tout le monde a des clés de lecture différentes. Si tu veux, à chaque fois que tu poses ton regard sur quelque chose, ça renvoie à tous tes souvenirs, tout ce que tu as vécu. Donc, c'est hyper personnel. Il n'y a pas vraiment de clé de lecture, il faut juste se faire confiance. Et puis, assumer tu vois, les choses qui, quand on les regarde, nous procurent une émotion positive. Je pense que c'est juste ça, à partir du moment où tu vois, on se sent bien en compagnie de quelque chose, en compagnie d'une personne, dans un lieu. C'est qu'en fait, on l'a trouvé, notre beau, tu vois. Faire confiance à ce qu'on ressent, quoi. Exactement, ouais. Et puis, quitte à ce qu'en fait, ce soit pas du tout la norme ou complètement... ou en fait, qu'on soit le seul à bien aimer quelque chose, quoi. Moi, j'aime bien aussi parfois être la seule à aimer un truc que tout le monde va trouver abominable, quoi. Mais... non, mais tu vois. Et en fait,
ça fait partie de notre singularité et je pense qu'il faut assumer ça, quoi. Tu vois, de la même façon que quand t'es petit, t'as envie de te déguiser, sortir avec, je sais pas moi, des bottes de cow-boy ou je sais pas. En fait, quand t'es petit, t'aimes bien ça, tu trouves ça beau et ben voilà, faut assumer. Et je pense que quand on est grand, faut pas perdre ça. Et quand tu voyages et que tu trouves un truc sur un marché complètement bizarroïde, mais que ça te plaît, que ça te parle, ben voilà, tu le ramènes chez toi et puis tu le mets dans ton étagère et t'es content parce que même si tout le monde te dit mais qu'est-ce que c'est cette horreur, voilà. Non mais tu vois, c'est Toi, tu l'aimes, ouais, quoi. toi tu l'aimes Ouais. et puis c'est voilà. Et c'est ça qui compte, quoi. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Pour toi, du coup, c'est vraiment important, je pense, de concilier justement tes aspirations personnelles et maintenant à tes projets professionnels. Tu as envie de faire qu'un entre ce que tu as envie de faire, tes convictions et ta vie professionnelle, quoi. Bah oui, en fait moi je crois que avant tout ce qui est important pour moi c'est de faire quelque chose qui me nourrit, tu vois, qui a du sens et qui me plaît. Enfin, je fais partie de ces personnes qui aiment pas trop compartimenter les choses, c'est-à-dire que bah, moi je suis le flow, j'ai rarement l'impression de travailler, tu vois. Après je garde toujours des moments pour moi, des moments off où je coupe des écrans, où je coupe d'Instagram, ça c'est obligatoire. Après, c'est aussi parce que j'ai 30 ans, que j'ai pas d'enfant, et c'est aussi sûrement pour ça qu'il y a pas trop aujourd'hui de séparation. Peut-être que plus tard, j'en mettrai un peu plus, je sais pas, mais en tout cas, je sais que je suis à ma place là-dedans et que c'est ma vie, tu vois. Ouais, et c'est ce que tu as envie de faire. Quelles sont les qualités ou les traits de caractère qui t'ont vraiment le plus servi pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Bah, je pense que pour bien faire les choses, il faut quand même une petite dose d'obsession, tu vois. Faut être un peu, faut être un petit peu. Non, mais c'est vrai. Enfin, faut de la passion, je pense. C'est évident. Il faut aussi un peu d'obsession. Faut faire quelque chose, je pense, qu'on pourrait faire toute sa vie. Si on fait quelque chose juste par opportunisme ou parce qu'on sent que là, il y a un truc business, je suis pas sûre que ça marche sur le long terme vraiment. Parce que c'est tellement prenant, un projet. C'est un marathon, en fait. Ça ne s'arrête pas. Et puis, c'est ça qui est beau, c'est aussi c'est le chemin, quoi. Enfin, on a plein d'objectifs, mais à mon avis, on prend aussi beaucoup, beaucoup de plaisir à faire les choses, quoi, tu vois, le quotidien. Et après, des traits de qualité ou de caractère, je sais pas, je pense que je suis quand même une énorme bosseuse et que j'ai su m'entourer des bonnes personnes. Des personnes qui vont challenger mes positions parce que c'est toujours intéressant. Alors, c'est intéressant, tu vois, d'avoir des personnes qui te réconfortent en te disant, bah oui, machin, etc. Mais c'est aussi, je pense bien d'avoir dans son entourage des gens qui vont oser te dire les choses et qui vont oser un petit peu te dire, bah non, moi là, je pense qu'en fait, pour telle et telle raison, à mon avis, cette option, elle est mieux que celle que tu es en train de prendre. Mais c'est important que ce challenge, il se fasse toujours dans la bienveillance. Oui. Tu sens rapidement les personnes qui, dans ton entourage, sont bienveillantes et vont t'apporter quelque chose et des retours qui vont t'aider à t'améliorer, à progresser. Parce que tu es seul quand même, tu vois, quand tu montes un projet. Tu es seul. T'es seul, ouais, ouais. Avoir des gens qui te font des retours, un effet aussi un peu miroir sur ce que tu fais, c'est important à un moment donné, parce que ça fait du bien aussi d'avoir les avis des autres, et même si tu les prends pas tous en compte, c'est important d'en Oui, avoir. c'est ça. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis là. Que quand tu montes un projet, tu as tout le monde qui te donne son avis en fait. Et c'est très bien. Chaque histoire est personnelle, donc faut prendre un petit peu parfois de recul vis-à-vis de ça. Et oui, c'est ça, parce que chacun projette un petit peu sa personnalité ou ses C'est envies, ça. Et puis chacun projette aussi ses peurs, tu vois, et ses dans ce que peurs, tu tout à fais. Et fait, puis, ouais. Et c'est là où il faut faire attention, mm, parce que les peurs des uns ne sont pas forcément les tiennes, ouais, exactement. Il faut pas tout mélanger et puis faut pas que ça nous paralyse aussi, tu vois, les angoisses des gens. Oui, parce que l'entrepreneuriat fait peur quand même. Ça peut faire peur parce qu'il y a une prise de risque et voilà, des fois les gens te le font sentir et c'est leur propre peur en Ouais, fait. c'est ça. Faut leur laisser leur propre peur. Et voilà, c'est ça. Et toi, avec du recul, est-ce qu'il y a des choses là, que tu ferais différemment depuis le moment où tu t'es lancé? Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait que tu n'aurais peut-être pas voulu faire comme ça ou voilà, ou des choses que tu n'as pas faites, que tu aurais aimé faire? Des choses que j'aurais fait différemment, enfin, franchement, je crois pas. Tu vois, il y a sûrement des choses que j'aurais pu faire plus vite, ça c'est sûr. Mais je me dis aussi que si j'ai eu besoin de ce temps, c'est que quelque part c'était nécessaire. Donc en fait, voilà, je me dis c'est ok. Je crois que le risque quand on monte un projet, c'est de rester, tu vois, informé au tout début dans la phase où tu cherches des informations, tu vois, tu vas écouter plein de trucs, tu vas regarder plein d'articles, etc. Le plus dur, c'est de passer à l'action. Mais en fait, quand tu passes à l'action, c'est jamais parfait parce que c'est jamais comme tu voulais vraiment que ce soit. C'est dans ces moments-là où en fait tu procrastines un petit peu parce que bah, t'as peur, quoi, tu vois. Donc oui, je pense que il y a peut-être des choses où j'aurais pu être plus rapide. Mais de manière générale, non, disons que j'ai pas de regrets, tu vois.
je me fais confiance. J'essaie de plus en plus de rester fidèle à mes ressentis et aussi de jamais faire vraiment de compromis sur ma vision. Tu vois, d'imposer vraiment que je vois, parce que quand tu es en interaction avec des gens, ta vision, elle est confrontée toujours avec celle des autres. Et puis, quand tu as ton projet, en fait, ta vision, elle est claire. Et puis, quand tu discutes, il y a des trucs qui viennent un petit peu parasiter tout ça. Ce qui est hyper important, je pense, c'est toujours c'est pour ça que je trouve que c'est bien aussi, quand tu montes un projet, de poser à l'écrit un peu tes valeurs, tout ça. Et de t'y référer souvent quand tu es un peu en hésitation, quand tu te questionnes sur des orientations que tu vas donner, pour que ça soit toujours exactement, voilà, fidèle au truc de départ, tu vois. Je pense que ça, c'est dur. Mais pas vraiment de choses que je ferais différemment. C'est juste aussi accepter que les choses vont pas aussi vite que tu le souhaites, sont pas aussi parfaites que ce qu'on a envie. Mais voilà, c'est comme ça, en fait. Et c'est OK, tu vois. C'est juste OK. Et puis après, il faut être adaptable et puis faire les choses au fil de l'eau quand les opportunités se présentent aussi, quoi. Faire confiance, quoi. Ouais, se faire confiance, c'est le plus dur, hein. Mais je pense que c'est ce qui marche le mieux, en fait. Enfin, surtout quand on monte un projet seul, tu vois, c'est qu'il y a personne d'autre mieux que nous qui... Oui, qui peut croire en le projet. Ouais, et puis tu vois, qui pouvons prendre toutes ces décisions. Donc ouais, se faire confiance, c'est essentiel. Comment tu fais pour garder confiance? Est-ce que tu as une petite phrase, un petit leitmotiv qui t'aide à avancer? Une petite phrase, un petit leitmotiv, enfin, franchement, pas trop. Je crois que je suis juste assez optimiste et positive de manière générale. Quand j'ai des moments de découragement, quand vraiment, tu vois, je me dis j'en ai ras-le-bol et tout, bah, je lâche tout, je vais me balader, je vais boire des coups, je vais voir enfin, tu vois, je vais voir mes amis, etc. Et ces moments où en fait tu vas pas te confronter plus, en fait tu lâches le truc et tu dis ok, de toute façon je vais pas avancer mieux, ça ne sert à rien. Et donc voilà, et après tu reviens quand t'es dans un meilleur état d'esprit. Je pense qu'il faut pas forcer le truc, parfois ça marche pas et c'est ok. Et puis comme il n'y a pas de recette magique, faut aussi toujours être dans voir positivement les choses qui ne marchent pas comme on a envie que ça marche. Et puis essayer de voir comment on peut adapter ça et puis retourner un peu la situation pour que finalement on arrive à autre chose, mais un truc qui marche peut-être aussi bien ou mieux même que ce qu'on avait prévu au début, quoi. Et est-ce que tu aurais justement, toi, des références inspirantes à partager, soit livres, films, petite adresse à Paris, podcast, enfin quelque chose que tu as vu là dernièrement qui t'a vraiment inspiré, que tu as aimé? Un podcast, moi, qui m'a beaucoup aidé parce que quand avant je bossais dans l'industrie pharmaceutique, j'étais assez loin de chez moi. Enfin, tu vois, les bureaux étaient, j'avais pratiquement 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour, donc j'ai écouté beaucoup de podcasts. Ouais, le moment idéal. C'est ça. Et en fait, j'ai écouté alors un podcast qui aujourd'hui a été arrêté, mais qui est vraiment génial. C'est Une Nouvelle École, Ah ouais. podcast d'Antonin Archet. Ouais. Je le conseille parce qu'en fait, moi, c'est en écoutant ces interviews de tous ces gens. Alors, ils ont tous des parcours hyper variés, etc. Mais c'est justement ça, on peut faire un peu notre marché, regarder les personnalités qui nous intéressent. Mais je pense que c'est finalement en écoutant aussi ces gens, ces témoignages de personnes qui étaient bien, tu vois, dans leur boulot, qui étaient passionnées, etc. Ça a résonné en moi en me disant, bah, moi, à ce moment-là, tu vois, j'étais pas là-dedans. Je pense que c'est ça aussi qui m'a donné la force, qui m'a vachement inspirée en me disant mais moi aussi en fait je vais être comme eux, moi aussi je veux faire un truc que j'aime bien. Je crois que c'est vraiment en écoutant ces épisodes que ça m'a donné un petit peu l'impulsion de me dire en fait je vais partir de mon, enfin je vais, voilà, il y a cette rupture qui va être un peu brutale, qui va s'opérer, mais donc ça m'a beaucoup inspiré, Nouvelle École. Et puis après, un autre podcast que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui m'a été recommandé par quelqu'un de mon entourage, ça s'appelle Tribu Indé. Et c'est un podcast sur tu vois, les freelances, un petit peu les créateurs d'entreprise. Et j'ai écouté 2-3 épisodes et ouais, j'ai bien aimé. Je pense que pour se lancer, ouais, c'est pas mal. Alors, dernière question pour finir, quels sont les projets à venir pour Où est le beau? Alors, des projets, j'en ai plein et j'en ai surtout un, moi, qui me tient particulièrement à cœur parce que toutes ces rencontres que j'ai faites depuis 1 an m'ont vraiment donné envie de me rapprocher du produit, tu vois, avec Où est le beau. Donc, je travaille sur un nouveau projet. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais en tout cas, l'idée, c'est de présenter les bons objets aux bonnes personnes et surtout des pièces que l'on ne voit pas partout. Donc, ça sera vers la création. Et finalement, la façon dont j'aimerais que ça évolue, c'est d'être un peu l'entité qui met la lumière sur des objets et qui crée un peu le coup de foudre entre ma communauté
et des objets, des lieux, des œuvres. Donc voilà. Ouais, super. Et ce serait pour quand ça, du coup? Enfin, c'est un projet pour début 2020 ou plus tard? Ouais, je pense mars-avril. On sera au courant sur Instagram, j'imagine? Ouais, bien sûr, je tiendrai au courant. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup, Hélène, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, Cindy. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez les références évoquées sur le compte Instagram Les Cascadeuses Podcast. Et si vous souhaitez soutenir les interviews des cascadeuses, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast.